Détresse néonatale. La détresse néonatale est une urgence médicale fréquente qui survient dans les premières minutes ou heures de vie d'un nouveau-né. Une prise en charge précoce et adaptée est essentielle pour prévenir les complications graves, voire mortelles. Ce problème peut être causé par plusieurs facteurs, notamment la prématurité, les troubles pulmonaires, la diminution de l'activité respiratoire, les troubles cardiovasculaires et les infections. L'omission d'un diagnostic et d'un traitement rapide peut entraîner une morbidité et une mortalité élevée. C'est pourquoi il est crucial d'identifier rapidement les causes sous-jacentes et d'instaurer une prise en charge adaptée. 1. Étiologie de la détresse néonatale. Prématurité. La prématurité est l'une des causes majeures de détresse néonatale, en raison de l'immaturité des poumons et de l'ensemble du système respiratoire. Syndrome de détresse respiratoire, SDR, résulte d'un déficit en surfactant pulmonaire, une substance essentielle pour éviter l'affaissement des alvéoles pulmonaires. Plus fréquent chez les prématurés de moins de 34 semaines. Facteurs de risque, diabète maternel, césarienne sans travail préalable, asphyxie périnatale. Signes, tachypnée, rétraction intercostale, cyanose. Dysplasie bronchopulmonaire, DBP. Survient chez les prématurés ayant nécessité une ventilation prolongée. Se manifeste par une altération chronique du développement pulmonaire. Hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né, HPPRN, due à une persistance de la circulation fœtale avec shunt sanguin droit-gauche, associée au STR, à l'aspiration méconienne et aux infections congénitales. 2. Troubles pulmonaires. Les atteintes pulmonaires sont fréquentes dans la détresse néonatale et peuvent être causées par plusieurs pathologies. Syndrome d'aspiration méconiale, SAM, résulte de l'inhalation du méconium dans les poumons, entraînant une obstruction des voies respiratoires et une inflammation pulmonaire. Facteurs de risque, post-maturité, souffrance fœtale, liquide amniotique teinté. Pneumothorax néonatal, survient lorsque l'air s'échappe des poumons et s'accumule dans la cavité pleurale, associé au SDR et à la ventilation mécanique. Signes, asymétrie thoracique, cyanose soudaine, diminution des bruits respiratoires. Tachypnée transitoire du nouveau-né, TTN, due à une résorption incomplète du liquide pulmonaire après la naissance. Plus fréquente chez les bébés nés par césarienne sans travail. Signes. Tachypnée marquée, 60 cyclomine, hyperinflation pulmonaire. Hypoplasie pulmonaire, développement pulmonaire insuffisant, souvent associé à une hernie diaphragmatique congénitale. 1.3. Diminution de l'activité respiratoire. Certains facteurs altèrent l'initiation de la respiration chez le nouveau-né, notamment asphyxie périnatale, privation d'oxygène avant ou pendant l'accouchement, peut entraîner une encéphalopathie hypoxique ischémique. Facteurs de risque, dystocie, procidence du cordon, décollement placentaire. Dépression respiratoire médicamenteuse, médicaments administrés à la mère tels que opioïdes, morphiniques, causent une dépression respiratoire néonatale. Anesthésiques généraux et sédatifs, benzodiazépines. Troubles neurologiques, malformations cérébrales, hémorragies intracrâniennes, atteinte du tronc cérébral. 1.4. Troubles cardiovasculaires, cardiopathie congénitale cyanogène, anomalies affectant l'oxygénation du sang, comme transposition des gros vaisseaux, tétralogie de Fallot, syndrome du cœur gauche hypoplasique. Présentation, cyanose persistante non améliorée par l'oxygénothérapie. Anémie néonatale sévère, causée par une hémorragie fœto-maternelle ou une incompatibilité RH. Polyglobulie néonatale. Un excès de globules rouges épaissit le sang et réduit l'oxygénation. 1.5. Infection. Les infections néonatales peuvent provoquer une détresse respiratoire. Septicémie néonatale précoce, transmission maternelle par streptocoque B, E. coli, Listeria monocytogenes. Facteurs de risque, rupture prématurée des membranes, 18 heures, fièvre maternelle. Signes, hypotonie, détresse respiratoire, choc septique. Pneumonie néonatale peut résulter de l'aspiration de liquide amniotique infecté. Méningite néonatale, associée à une septicémie pouvant entraîner des apnées et un état de choc. Diagnostic. La détresse néonatale est une urgence médicale qui nécessite une évaluation rapide et rigoureuse. Tout retard dans le diagnostic et la prise en charge peut entraîner des complications graves, voire le décès du nouveau-né. L'objectif principal du diagnostic est de déterminer la gravité de la détresse respiratoire.
d'identifier la cause sous-jacente et d'orienter la prise en charge immédiate et future. Le diagnostic repose sur une approche méthodique comprenant l'évaluation clinique initiale, l'anamnèse périnatale, l'examen physique détaillé et la réalisation d'examens complémentaires adaptés. Évaluation initiale et nécessité de réanimation. L'évaluation initiale du nouveau-né doit être immédiate afin d'identifier les signes de gravité nécessitant une réanimation. Certains signes indiquent qu'une intervention urgente est requise. Si le nouveau-né présente des apnées persistantes ou des efforts respiratoires inefficaces, une réanimation est nécessaire. L'absence de pleurs à la naissance est un autre signe de détresse grave. Une cyanose généralisée qui persiste malgré l'administration d'oxygène doit alerter sur une insuffisance respiratoire sévère. Une fréquence cardiaque inférieure à 100 battements par minute indique une bradycardie sévère nécessitant une intervention urgente. Une hypotonie marquée ou l'absence de réflexe primitif suggère une souffrance neurologique nécessitant une prise en charge immédiate. Lorsque l'un de ces signes est présent, il faut agir immédiatement. Une ventilation en pression positive est indispensable en cas d'insuffisance respiratoire aiguë. Si le nouveau-né est prématuré et présente un syndrome de détresse respiratoire, une intubation trachéale associée à l'administration de surfactants est recommandée. En cas de bradycardie extrême ou d'arrêt respiratoire, il faut initier une réanimation cardiaque comprenant des massages thoraciques et l'administration d'adrénaline par voie intraveineuse. Si le nouveau-né ne répond pas à ces interventions initiales, il doit être transféré en soins néonatals intensifs de niveau 2 ou 3 pour une prise en charge avancée. L'anamnèse périnatale et les facteurs de risque. L'anamnèse périnatale est essentielle pour orienter le diagnostic. Elle permet d'identifier les facteurs de risque liés à la mère, à l'accouchement et aux circonstances de la naissance. Plusieurs pathologies maternelles peuvent favoriser la détresse respiratoire du nouveau-né. Le diabète gestationnel augmente le risque de syndrome de détresse respiratoire en raison d'une immaturité pulmonaire. L'hypertension artérielle gravidique et la prééclampsie peuvent provoquer une restriction de croissance intra-utérine et une hypoxie chronique. Les infections maternelles, comme la chorioamnionite ou l'infection au streptocoque du groupe B, exposent le nouveau-né à un risque élevé de septicémie et de pneumonie néonatale. Certains médicaments administrés à la mère pendant la grossesse ou l'accouchement peuvent également impacter la respiration du nouveau-né. Les opioïdes, les benzodiazépines et les anesthésiques généraux peuvent induire une dépression respiratoire. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine sont associés à l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né. Les circonstances de l'accouchement jouent un rôle déterminant dans le risque de détresse respiratoire. Une naissance par césarienne sans travail préalable peut entraîner une tachypnée transitoire du nouveau-né. Un travail prolongé ou trop rapide peut être à l'origine d'une asphyxie périnatale. L'aspect du liquide amniotique est également un indicateur important. Un liquide amniotique teinté de méconium fait suspecter un syndrome d'aspiration méconiale, tandis qu'un liquide amniotique purulent oriente vers une infection néonatale. Le score d'Apgar est un élément clé pour évaluer la vitalité du nouveau-né à la naissance. Un score inférieur à 5 à 1 minute et à 5 minutes de vie suggère une asphyxie périnatale sévère nécessitant une prise en charge rapide. L'examen physique et l'orientation diagnostique. L'examen clinique permet d'évaluer l'état général du nouveau-né et d'identifier les signes orientant vers une cause spécifique de la détresse respiratoire. Lors de l'évaluation des signes vitaux, une fréquence respiratoire normale est comprise entre 40 et 60 cycles par minute. Une tachypnée supérieure à 60 cycles par minute est évocatrice d'un syndrome de détresse respiratoire, d'une tachypnée transitoire du nouveau-né ou d'une infection. À l'inverse, des apnées peuvent être observées en cas d'asphyxie périnatale, de septicémie ou d'atteinte neurologique. Une saturation en oxygène inférieure à 90% malgré l'oxygénothérapie doit faire suspecter une hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né ou une cardiopathie congénitale. Une bradycardie inférieure à 100 battements par minute est un signe de souffrance sévère, tandis qu'une tachycardie supérieure à 160 battements par minute
peut révéler une infection, une hypertension pulmonaire ou une anémie. L'examen respiratoire doit rechercher des signes de lutte respiratoire. La présence d'un tirage intercostal et sous-costal traduit un effort respiratoire important. Des battements des ailes du nez indiquent une augmentation du travail respiratoire. Un grunting expiratoire est le signe que le nouveau-né tente de maintenir une pression alvéolaire suffisante pour assurer une oxygénation adéquate. La cyanose centrale est un signe d'alerte majeure. Lorsqu'elle persiste malgré l'oxygénothérapie, il faut suspecter une cardiopathie congénitale ou une hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né. L'examen cardiovasculaire peut révéler des anomalies orientant le diagnostic. Une différence de saturation en oxygène entre la main droite et le pied droit supérieur à 5% est un indice fort d'une hypertension pulmonaire persistante. La présence d'un souffle cardiaque peut faire suspecter une cardiopathie congénitale. Des pouls fémoraux faibles ou absents sont évocateurs d'une coartation de l'aorte. L'examen neurologique est indispensable pour évaluer le tonus musculaire et l'état de vigilance du nouveau-né. Une hypotonie marquée peut être le signe d'une asphyxie sévère, d'une infection ou d'une encéphalopathie hypoxique ischémique. Des convulsions néonatales doivent faire évoquer une hypoglycémie, une anomalie métabolique ou une atteinte cérébrale. Les examens complémentaires pour confirmer le diagnostic. Les examens biologiques sont indispensables pour évaluer l'oxygénation, l'équilibre acido-basique et rechercher une infection. Le gaz du sang permet de mesurer les paramètres respiratoires. Une hypoxémie sévère oriente vers un syndrome de détresse respiratoire ou une hypertension pulmonaire persistante. Une acidose métabolique est souvent associée à une asphyxie périnatale ou à un sepsis. La glycémie doit être systématiquement mesurée. Une hypoglycémie est fréquente chez les prématurés et les nouveau-nés infectés. Une hyperglycémie peut être observée en cas de stress métabolique ou d'infection sévère. L'imagerie est essentielle pour préciser l'origine de la détresse respiratoire. La radiographie thoracique permet de visualiser des signes caractéristiques de différentes pathologies. Une opacité réticulogranulaire est évocatrice d'un syndrome de détresse respiratoire. Une hyperinflation avec un filtrat irrégulier oriente vers un syndrome d'aspiration méconiale. Une hypertrophie cardiaque associée à des poumons clairs fait suspecter une hypertension pulmonaire persistante. L'échocardiographie est indiquée lorsque la cyanose persiste malgré l'oxygénothérapie. Elle permet de détecter une cardiopathie congénitale ou une hypertension pulmonaire persistante. Prise en charge thérapeutique. La détresse néonatale est une urgence médicale qui nécessite une intervention rapide et bien coordonnée pour assurer la survie et la stabilité du nouveau-né. La prise en charge repose sur une réanimation initiale efficace, des soins de soutien continus et une communication adaptée avec l'équipe soignante ainsi que les spécialistes concernés. Réanimation néonatale. Environ 10% des nouveau-nés nécessitent une assistance respiratoire dès la naissance. La réanimation doit être réalisée selon les recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie et du programme de réanimation néonatale. Dès la naissance, une évaluation rapide du nouveau-né permet de déterminer la nécessité d'une réanimation. 3 éléments doivent être immédiatement observés. Le premier est la respiration et le tonus musculaire. La présence d'apnée, une respiration irrégulière ou une cyanose indique une difficulté respiratoire nécessitant une intervention rapide. Le deuxième élément est la fréquence cardiaque. Si elle est supérieure ou égale à 100 battements par minute, il n'est pas nécessaire d'initier une réanimation. Si elle est inférieure à 100 battements par minute, une ventilation en pression positive doit être immédiatement débutée. Si elle est inférieure à 60 battements par minute, il est impératif d'initier une réanimation avancée avec des massages cardiaques. Enfin, la coloration du nouveau-né est également un indicateur clé. La présence d'une cyanose centrale est le signe d'une hypoxie nécessitant une correction rapide. Si une intervention immédiate est nécessaire, plusieurs actions doivent être mises en place. Dans un premier temps, il faut aspirer délicatement les sécrétions si une obstruction est présente. Ensuite, une stimulation tactile peut être réalisée pour encourager une respiration spontanée.
Si ces premières mesures sont inefficaces, une ventilation en pression positive à l'aide d'un masque doit être initiée. Si cette ventilation ne parvient pas à améliorer la situation après 30 secondes, une intubation trachéale devient nécessaire. L'oxygénation du nouveau-né doit être ajustée pour maintenir une saturation en oxygène entre 85 et 95% afin d'éviter une hyperoxie qui pourrait être délétère. Si malgré ces interventions, la fréquence cardiaque demeure inférieure à 60 battements par minute, des massages cardiaques doivent être commencés. Enfin, si la bradycardie persiste malgré ces efforts, une administration d'épinéphrine, par voie intraveineuse ou intratrachéale est requise. Les soins de soutien continuent. Une fois que le nouveau-né est stabilisé, une surveillance rigoureuse doit être instaurée afin de prévenir les complications et d'assurer une adaptation optimale à la vie extra-utérine. Le maintien d'une température corporelle adéquate est essentiel. La température du nourrisson doit être maintenue entre 36,5 degrés et 37,5 degrés. Pour cela, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. L'incubateur ou le radiant chauffant permettent de stabiliser la température de façon efficace. La méthode kangourou, qui consiste à placer le nouveau-né en peau à peau avec sa mère, est une autre alternative particulièrement bénéfique, notamment chez les prématurés. L'utilisation de couvertures en polyéthylène et de bonnets est également recommandée, surtout pour les nouveau-nés de faible poids. L'équilibre des fluides et des électrolytes doit être surveillé de manière stricte. Une attention particulière doit être portée aux entrées et sorties liquidiennes. Une administration de fluide par voie intraveineuse est nécessaire pour éviter la déshydratation, avec un volume initial recommandé de 70 à 80 ml par kilogramme et par jour. Une surveillance des électrolytes comme le sodium, le potassium et le glucose est indispensable pour corriger rapidement tout déséquilibre. La prise en charge des infections néonatales. La septicémie néonatale précoce est une cause fréquente de détresse respiratoire. Dès qu'une infection est suspectée, une antibiothérapie empirique doit être administrée sans attendre les résultats des cultures. L'association d'ampicilline et de gentamicine est généralement utilisée en première intention. La surveillance des marqueurs d'infection est essentielle pour ajuster le traitement. Une protéine C réactive élevée ou des hémocultures positives peuvent orienter vers une infection bactérienne. Par ailleurs, il est fondamental de respecter des précautions d'asepsie strictes afin de limiter le risque d'infection nosocomiale. L'assistance cardio-respiratoire. Certains nouveau-nés nécessitent une aide respiratoire prolongée. L'utilisation d'un appareil de ventilation en pression positive continue, appelé CPAP, est indiquée pour maintenir les alvéoles pulmonaires ouvertes et éviter leur affaissement. Dans les cas les plus sévères, une ventilation mécanique invasive devient nécessaire, notamment en cas d'apnée sévère et récurrente, d'acidose respiratoire persistante avec un pH inférieur à 7,20 ou d'une saturation en oxygène insuffisante malgré l'utilisation d'une ventilation en pression positive continue. Chez les nouveau-nés atteints d'un syndrome de détresse respiratoire, l'administration de surfactants exogènes est un traitement essentiel pour améliorer la fonction pulmonaire. Dans les situations d'hypertension pulmonaire persistante, l'utilisation d'oxyde nitrique inhalé permet de réduire la pression vasculaire pulmonaire et d'améliorer l'oxygénation. La stabilisation hémodynamique est également un élément clé de la prise en charge. Une surveillance régulière de la pression artérielle est nécessaire, car les prématurés sont particulièrement à risque d'hypotension. Lorsque cela est nécessaire, des médicaments inotropes tels que la dopamine ou la dobutamine peuvent être administrés pour soutenir la fonction cardiaque. La communication avec la famille et l'équipe soignante. Dans un contexte de détresse néonatale, il est essentiel de communiquer efficacement avec les parents et l'ensemble du personnel soignant. Les parents doivent être informés de l'état clinique de leur enfant, ainsi que des interventions mises en place. Un soutien psychologique doit leur être proposé, notamment lorsque le nourrisson est pris en charge dans une unité de soins intensifs néonatales. La coordination avec l'équipe médicale et les infirmiers en néonatologie est également primordiale pour assurer une prise en charge optimale et adaptée aux besoins de chaque nouveau-né.
La consultation auprès de spécialistes. Dans certains cas, l'avis de spécialistes est nécessaire pour adapter la prise en charge. Un pédiatre néonatologiste doit être consulté pour les prématurés sévères ou les détresses respiratoires graves. Un cardiologue pédiatrique doit être sollicité en cas de suspicion de cardiopathie congénitale. Si une anomalie congénitale, comme une hernie diaphragmatique, est suspectée, l'intervention d'un chirurgien pédiatrique est requise. Enfin, un infectiologue néonatal peut être consulté en cas de septicémie sévère ou de suspicion d'infection résistante aux traitements habituels. En conclusion, la détresse respiratoire du nouveau-né est une urgence médicale qui survient dans les premières minutes ou heures de vie. Elle nécessite une prise en charge rapide et adaptée pour éviter des complications graves, voire mortelles. Les principales causes incluent la prématurité, les troubles pulmonaires, comme le syndrome de détresse respiratoire ou l'aspiration méconiale, la diminution de l'activité respiratoire due à l'asphyxie périnatale ou à des médicaments administrés à la mère, ainsi que les troubles cardiovasculaires et les infections néonatales. Le diagnostic repose sur une évaluation clinique rigoureuse. Certains signes nécessitent une réanimation immédiate, notamment l'absence de respiration, une cyanose généralisée persistante malgré l'oxygénothérapie, une fréquence cardiaque inférieure à 100 battements par minute et une hypotonie sévère. L'examen physique et les examens complémentaires comme les gaz du sang, la radiographie thoracique et l'échocardiographie permettent d'identifier la cause sous-jacente. La prise en charge repose sur une réanimation efficace, incluant la ventilation en pression positive, l'intubation trachéale si nécessaire et l'administration de surfactants en cas de prématurité. Une stabilisation cardio-respiratoire est essentielle, avec une surveillance stricte de l'oxygénation, de la température, de l'équilibre hydrique et des infections. Une communication claire avec les parents et l'équipe médicale est indispensable. Dans certains cas, une consultation spécialisée est requise, notamment avec un cardiologue, un chirurgien pédiatrique ou un infectiologue. Une prise en charge rapide et adaptée améliore considérablement le pronostic des nouveau-nés en détresse et permet de réduire les risques de complications à long terme.